Salut les amis, bienvenue sur la chaîne de Maximus Le Clément. On va reprendre l'historique de ces familles bancaires qui contrôlent le monde, qui le gèrent et qui, par toutes sortes de combines, notamment en contrôlant l'ensemble des banques centrales, et par le biais de la BRI, de la Banque des règlements internationaux, s'est arrogé une autorité financière sur l'ensemble de la planète. Alors, je vous ai parlé de cette banque, de cette banque maison mère, qui détient à peu près 10% des fonds de réserve d'au moins 80 banques, c'est même bien plus que ça d'ailleurs, au monde, et du FMI et des autres institutions multilatérales. Elle sert aussi, bien sûr, d'agent financier pour les accords internationaux, mais ça, on n'en entend jamais parler. Moi, j'aimerais bien que, par exemple, sur Arte, on nous fasse une émission sur la Banque des règlements internationaux. Parce qu'il y a énormément de choses à savoir sur cet organisme. Cette banque mère collecte les informations sur l'économie du monde et sert de prêteur ou de dernier rempart pour éviter un effondrement financier global et général. Donc, elle donne à cet effet d'ailleurs, historiquement dans les années 90, un prêt à la Hongrie pour assurer la privation de son économie. Et puis elle sert de canal de financement à Adolf Hitler, qui est emmené par Henri Schrader des Warburg et de la banque Mendelssohn d'Amsterdam. Je crois qu'on avait déjà vu ça dans la deuxième partie. Donc, depuis très longtemps, en fait, beaucoup de chercheurs affirment que, de manière plutôt lucide, à propos justement de la Banque des règlements internationaux, que le contrôle de ces familles, qui sont au nombre au moins 13, incluait le Forum économique mondial de Davos. Alors il y a aussi la conférence monétaire internationale où ces gens-là se rassemblent, l'Organisation mondiale du commerce, et bien sûr, on revient toujours à la Banque fédérale de réserve qui fixe certains taux d'intérêt, sur lequel s'alignent d'ailleurs pas mal de banques centrales, je dirais même principalement la Banque centrale européenne, la BCE. En 1944, les premiers bons de la Banque mondiale ont été amenés par Morgan Stanley et la First de Boston. La famille Lazare n'est pas en reste, puisqu'elle s'implique dans les intérêts de la maison Morgan, et que cette banque fait principalement de l'investissement, et c'est d'ailleurs, il faut le savoir, c'est la banque d'investissement la plus importante de France, puisqu'elle est non seulement la propriété des Lazare, mais aussi de la famille Veil, David Veil. Donc Veil qui était d'ailleurs un des propriétaires de BFM à l'époque. Peu de temps après, les Morgan et les Rockefeller donnent l'apport financier de départ pour Merrill Lynch, en fait, et c'est ce qui la propulse dans le top 5 des banques d'investissement américaines. Merrill Lynch est maintenant une partie, aujourd'hui, de la Bank of America. Alors John David Rockefeller, lui, utilisera sa richesse acquise dans le pétrole pour acheter l'Equitable Trust, qui était en fait un trust pétrolier et financier qui avait absorbé plusieurs banques et pas mal d'entreprises dans les années 1920. La Grande Dépression de 1929, bien sûr, n'arrive pas par hasard, bien sûr, puisqu'elle est fomentée, comme d'habitude, par certains initiés, et ça permettra, bien sûr, à Rockefeller d'accroître sa mainmise et sa puissance, non seulement sur les États-Unis, mais sur ce qu'on peut appeler l'axe euro-atlantique. Sa banque, la Chase, émergera avec la banque de Manhattan de Kuhn & Loeb pour former ensemble la Chase Manhattan, ce qui cimentera de fait une relation familiale de longue durée. Les Kuhn & Loeb avaient financé
avec les Rothschild, la quête de Rockefeller pour devenir le roi du pétrole. La Banque nationale Citibank de Cleveland, elle va donner des fonds à John Davidson Rockefeller pour qu'il s'embarque dans le monopole de l'industrie pétrolière américaine. Donc les Rockefeller, évidemment, ils vont contrôler l'assurance, Metropolitan Life, l'Equitable Life, le Presidential and New York Life, qui sont des grosses entreprises. Hein. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les banques, notamment acquises par Rockefeller, contrôleront 25% de tous les biens des 50 plus grandes banques commerciales des États-Unis et 30% de tous les biens des 50 plus grosses compagnies d'assurance aux États-Unis. Donc les entreprises sous contrôle des Rockefeller incluent toujours de manière directe ou indirecte les mêmes firmes, hein, ExxonMobil, Chevron, Texaco, BP. On les connaît, on va faire la liste, hein, Amoco, Marathon Oil, Freeport McMoran, les Quaker Oats, Azarco, United, Delta, Northwest, ITT, International Harvestex, Xerox, Boeing, Westinghouse, Hewlett-Packard, Honeywell, International Paper, Pfizer, Motorola, Monsanto, Union Carbide et General Food, qui sont de l'agroalimentaire, de la télécommunication, évidemment, de l'aérien, de l'industriel, et même de la papeterie, et même des produits, j'ai envie de dire, à usage ménager, hein, puisque Pfizer, ils font pas mal de choses. Donc on voit qu'effectivement, la tentacule s'étend dans beaucoup de domaines. La fondation Rockefeller a des liens très étroits avec les fondations Carnegie et Ford. Et bien sûr, ce qui amènera le fonds des frères Rockefeller, c'est-à-dire le Rockefeller Institute pour la recherche médicale, évidemment, il y a la General Fund Board, l'université Rockefeller et l'université de Chicago dans des aventures philanthropiques qui, évidemment, ne sont philanthropiques que pour les naïfs. Alors, on sait que la famille Rockefeller est une pourvoyeuse de fonds importante pour les recherches de l'US Army via la Rand Corporation. Mais ça, je ferai une vidéo là-dessus parce que je pense que il est intéressant de connaître un peu les arcanes du complexe militaro-industriel américain, puisque les États-Unis fonctionnent principalement sur une industrie de la guerre et que 75% de leur PIB, justement, est dégagé par des emplois qui sont liés de manière directe ou indirecte au complexe militaro-industriel. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que de tous les frères Rockefeller, c'est le fondateur, évidemment, c'est David, hein, c'est David Rockefeller, qui est le fondateur de la commission trilatérale, ça a déjà été vu, bien sûr, dans d'autres vidéos, et, bien sûr, président de la Chase Manhattan Bank, et accessoirement est aussi conseiller des présidents, hein, qui va permettre de propulser cette famille sur le devant de la scène globale. Alors évidemment, Rockefeller va défendre le Shah d'Iran. Dans une certaine mesure, il va le défendre, évidemment, puisque on sait que lorsque le Shah d'Iran, qui a été mis à la place, d'ailleurs, qui a été mis à la place de Mossadegh, pour des histoires d'intérêt pétrolier, qu'on pourra développer aussi plus tard, eh bien, lorsque le Shah d'Iran a eu des velléités de reprendre son pays en main, il a été tout bonnement renversé. La suite, on la connaît, hein, c'est la révolution islamique instituée par Khomeini, qui était un pion de la CIA et des États-Unis. Donc il a soutenu Rockefeller, le règne d'apartheid d'Afrique du Sud, et la junte militaire de Pinochet au Chili. Ça aussi, on verra ça dans d'autres vidéos, parce que j'ai beaucoup de choses à préparer et vous apporter un petit peu de connaissances sur certains dossiers, parce que c'est pas franchement inutile
d'avoir ces notions de géopolitique un peu cachées pour comprendre que l'élection telle qu'on nous la propose, et en ce moment on est justement dans une dynamique d'élection européenne, ne sert strictement à rien si on ne tient pas compte des arcanes et des mouvements des maîtres de la finance mondiale. Alors je reviens à mon petit aparté, je sors de mon petit aparté historique, et Nixon, qui lui aura été un président américain, proposera d'ailleurs à Rockefeller d'être son secrétaire au Trésor, c'est-à-dire le ministre des Finances, hein, tout simplement. Mais Rockefeller déclinera l'offre, évidemment, sachant qu'il reste influent, et sa puissance est bien supérieure en étant directeur de la banque Chase Manhattan. D'ailleurs, à ce propos, l'écrivain Gary Allen écrira dans son livre, le dossier Rockefeller, que David Rockefeller a rencontré 27 chefs d'État. Donc évidemment, ça inclut les plus grands, comme dirigeants chinois ou dirigeants de l'URSS. Voilà, et c'était dans les années 73. Hein. Alors ce qu'il faut savoir, surtout, plus important, surtout pour ceux qui vont voter et qui sont attachés justement à aller mettre un bulletin dans l'urne, c'est qu'aujourd'hui, les dettes sont les armes de cette mafia mondialiste, planétaire, kabbaliste. Celles-ci, toutes ensemble, hein, accumulées par pratiquement l'ensemble des pays du monde, que certains pays d'ailleurs ne gèrent même pas, hein, comme la Grèce, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la Grèce est endettée par le fait, de manière, j'ai même pas envie de dire indirecte, de la Goldman Sachs, hein, parce que les émissaires, on les connaît, je vous les ai déjà indiqués dans la partie 2 de cette vidéo, et grâce à la privatisation du droit de battre monnaie, de créer la monnaie, hein. Si vous jetez un œil en passant sur l'article 104 du traité de Maastricht et 123 du traité de Lisbonne, eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que à l'intérieur de ces traités, les pays ont l'interdiction de battre leur monnaie. Donc, quand un type comme Asselineau parle de Frexit et dit que réellement il faut sortir de l'Europe, j'ai pas sympathie particulière pour ce monsieur, mais quand une vérité est une vérité, il n'y a rien à dire de plus, quoi. Hein. Donc il a parfaitement raison. Si on veut récupérer notre souveraineté et pouvoir agir de manière indépendante à l'intérieur même de nos frontières, il faut, aujourd'hui, c'est clair et net, sortir de l'Europe, il n'y a pas d'autre option. Donc, il faut savoir que, je continue, hein, la dette, c'est une arme économique, hein, d'assujettissement et de corruption de ces élites. Et bien sûr, vous allez comprendre très très vite, les amis, que les intérêts demandés par les banquiers sur l'argent qu'ils créent, justement, parce qu'ils le fabriquent, qu'ils font tourner la planche à billets, ça entretient cette spirale de la dette, ça, il faut le savoir. Hein. Voilà. Donc, elles sont créées, ces dettes, à partir de rien. C'est ni plus ni moins... l'argent qui est prêté, c'est du vent, il n'existe pas. Il s'appuie uniquement sur l'usure, quoi. Donc, mais cette dette leur permet donc une certaine puissance sur le contrôle des gouvernants, et bien sûr, c'est ce qui leur permet aussi de se rendre propriétaires, justement, des organes médiatiques, culturels, cinématographiques, avec notamment Hollywood, et bien sûr, l'ensemble des studios de cinéma. Voilà. Donc, cette petite aparté, je pense, était historique, était utile. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que la plupart des profanes ne connaissent pas ces dossiers, et c'est peut-être un peu dommage. Et je pense qu'il est intéressant de comprendre que quand on reprendra le contrôle de notre monnaie, déjà dans un premier temps, puisque, comme toujours, il faut ne pas perdre de vue que c'est l'Europe qui nous emprisonne dans un certain carcan et qui nous empêche d'agir, ben, il faudra à un moment donné arriver à cette conclusion. Donc vous pouvez aller voter, vous pouvez continuer de croire dans le processus électoral,
Il n'en demeure pas moins que cette oligarchie mondiale est un repère de vipères qui ont bien l'intention d'exploiter non seulement les peuples, mais l'ensemble des ressources jusqu'à littéralement l'épuisement et probablement l'entrée probable dans une troisième guerre mondiale, ce que je ne souhaite pas bien sûr. Et c'est pour ça qu'il est vraiment important, et je dis ça pour les Gilets jaunes, mais pour l'ensemble des Français, de monter en connaissance sur les dossiers, car chacun d'entre nous doit pouvoir, je pense, avec un tout petit peu de connaissance, mettre la dragée aux journalopes et aux autres politiciens qui finalement ne sont que des parasites et vivent du fruit de notre travail. Je termine cette chronique. Soyez bénis, faites attention à vous et surtout, veillez sur vos enfants. À ciao pour une prochaine vidéo.